Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 30 septembre 2020. Sans plus attendre, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, tout de suite, direction les marchés, en commençant comme à l'accoutumée par les bourses européennes qui ont donc terminé en repli mardi, qui sont toujours en repli aujourd'hui, puisque les investisseurs se sont montrés prudents avant le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden dans la course à la Maison-Blanche. Finalement, ce débat a eu lieu hier soir. Je ne ferai pas de commentaires particuliers, mais c'était un véritable fiasco entre les deux candidats. Généralement, dans un débat, on s'attend à ce qu'il y ait un dialogue, des idées, des échanges constructifs, parfois certes houleux, mais dans le respect de l'un et de l'autre. Et comme vous avez pu peut-être le voir ou l'entendre de la part des médias américains ou même français, c'était un véritable cirque, aucun respect dans ce premier débat, des Américains voire choqués de la teneur des propos qu'ont pu avoir certains des candidats, notamment Donald Trump, qui s'est montré assez violent. Donc ce premier débat fut un échec. Euh, et on a l'impression que les Américains ont les politiciens qu'ils méritent et qui ne sont pas capables, en temps de crise, d'essayer de s'entendre et de s'accorder au moins un minimum sur certaines mesures. Concernant le plan sanitaire, le bilan mondial a franchi un nouveau cap symbolique avec plus d'1 million de décès liés à l'épidémie de Covid. Euh, je vous le montrerai après justement un décompte de Reuters sur la base de données officielles dans la partie macro. On refera un point dessus, puisque les cours du pétrole ont quand même réagi, on a l'impression, à ce seuil symbolique hier. Wall Street, de son côté, a clôturé prudemment en baisse mardi, pareil, dans l'attente de l'issue du premier débat présidentiel, mais aussi d'un accord entre démocrates et républicains sur un nouveau plan d'aide économique qui tarde encore une fois à se concrétiser. Pour les analystes de Goldman Sachs, une victoire de Joe Biden avec les deux chambres du Congrès dominées par le Parti démocrate aurait un effet légèrement positif sur les bénéfices des sociétés du S&P 500 jusqu'en 2024. Mais la banque d'investissement relève que ces prévisions contrastent fortement avec les attentes de la plupart des acteurs du marché qui estiment au contraire qu'une vague démocrate aura des répercussions majeures sur les bénéfices. C'est sûr que Joe Biden ne prévoit pas une politique fiscale aussi avantageuse que celle que Trump a menée en 2017, juste après son élection 2016. Effectivement, l'année 2017 a été fabuleuse sur l'ensemble des bourses, notamment aux US, grâce en partie à la politique fiscale menée par Trump. Et donc, au contraire, Joe Biden, lui, prévoit bien de taxer un peu plus les sociétés. Autre indicateur publié hier, mais qui n'a pas eu d'impact finalement sur la tendance, c'est la confiance du consommateur américain qui s'est améliorée nettement en remontant à 101,8 pour septembre contre 86,3 en août et 89,5. Du moins le consensus Reuters, lui, tablait sur 89,5. Donc un chiffre plutôt bon dans l'ensemble, mais cela n'a pas suffi à soutenir la tendance puisque les bourses sont quand même clôturées dans le rouge. Les investisseurs, eux, continuaient également d'espérer de nouvelles mesures de relance budgétaire de la part de Washington, après que les démocrates de la Chambre des représentants ont dévoilé un programme d'aide économique d'environ 2200 milliards de dollars. C'est quand même 1000 milliards de moins que la précédente proposition, mais là on arrive un peu à une échéance assez importante, surtout pour les ménages, et donc il va falloir que les deux camps se dépêchent de faire voter ce plan pour venir en aide aux ménages, sinon ça risque vraiment de coincer
au cours des prochaines semaines et prochains mois pour l'économie américaine. Côté macro, justement, eh bien, ce sont les décès ici dus au coronavirus. Et hier, effectivement, on a atteint un plafond un peu symbolique, malheureusement, qui est celui des 1 million de morts dus au coronavirus. Alors, le nombre officiel de morts dans le monde a dépassé le million, bien que les experts disent que le total réel pourrait être presque le double. Effectivement, les États-Unis ont connu le plus de décès, suivi du Brésil et de l'Inde. Et dans ces deux pays, effectivement, il est difficile de mesurer exactement. On n'a pas les moyens ne sont pas aussi importants qu'en Occident. Et donc, il est difficile de mesurer précisément ce chiffre. Donc, certains experts estiment qu'il aurait même doublé. Donc, je ne sais pas si derrière le fait qu'on ait atteint les 1 million de décès dus au Covid ait impacté les cours du pétrole, mais on constate que l'augmentation des cas de contamination par le coronavirus a pesé sur le marché pétrolier, où le Brent et le WTI ont quand même quasiment perdu plus de 4% en séance. Donc, il se passait absolument rien sur le marché pétrolier depuis maintenant une semaine. Et là, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ça sort de nulle part, mais les investisseurs décident de se reconnecter à la réalité économique et font chuter le Brent et le WTI de quasiment 4%. On n'a pas eu de news particulière venant de l'OPEP, juste des inquiétudes et des incertitudes concernant l'évolution de l'épidémie, qui en soi est toujours là depuis des semaines, mais sorti de nulle part, les investisseurs du jour au lendemain décident d'appuyer sur le bouton vendre pour faire chuter les cours du pétrole. On fera le point technique juste après. Ici, c'est un graphique qui représente l'évolution du S&P 500 depuis 1940 à aujourd'hui. Alors, certains estiment que les troubles civils que subissent les États-Unis, les actions avec ces troubles civils, est-ce que les actions américaines peuvent-elles lutter pour être performantes dans une période où les troubles deviennent de plus en plus croissants? Est-ce qu'on ne reviendrait pas aussi à un modèle qui représente celui des années 1960-1970? Et on constate, comme vous le savez, d'un point de vue de l'analyse technique, on a tendance à dire que l'histoire se répète. C'est aussi pourquoi les chandeliers japonais et les figures chartistes, finalement, c'est une vocation de fonctionner. On a un peu cette prophétie auto-réalisatrice. Et force est de constater que sur ce graphique du cabinet Nautilus Investment Research, on constate que les cours actuels évoluent dans la même dynamique que celle de 1960 à 1970. Donc actuellement, on est dans ce qu'on appelle un élargissement symétrique, à savoir aussi le mégaphone. Et je trouve que ce scénario est intéressant, étant donné que on a difficilement des gros retournements de marché. On a des retournements de marché, mais si vous voulez, ce sont des récessions très rapides. Comme en 2018, la première fois que les marchés ont chuté juste ici, ça a duré quelques mois, au final c'est reparti. Là, avec le Covid, ça a chuté pendant 3 mois, on est reparti, alors que sur les précédentes années, si on regarde en 2008-2009, ou même durant la période de 2000, les récessions durent plusieurs mois. En moyenne, une récession, c'est entre 12 à 18 mois. Et ensuite, le marché repart. Là, on a des récessions ultra rapides, en mode flash, en mode éclair. Donc, j'aime bien ce scénario dans le sens où je n'exclus pas pour les mois, voire années à venir, là c'est sur une période jusqu'à 2023, des accidents de parcours. Donc, on est dans des marchés dangereux, dans des marchés
qui peuvent se retourner violemment, mais le fait qu'on ait des banques centrales qui sont toujours en soutien depuis quasiment 2008 permettent de soutenir, entre guillemets, certes artificiellement les cours, mais d'éviter des récessions trop profondes. Donc ce qui est intéressant dans ce scénario, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est en train de reproduire ce même schéma, et pour ma part, je n'exclus pas effectivement de nouveau, je ne dis pas forcément un nouveau crack, mais des accidents de parcours. La volatilité est là, les élections américaines approchent. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop optimiste sur la reprise économique à venir? Sûrement, étant donné qu'on parle même de ralentissement. Et en cas de nouveau confinement, cela devrait fortement impacter le PIB. De ce fait, on pourrait avoir des accidents, des dérapages non contrôlés, mais limités. Et surtout que depuis maintenant quelques années, on plafonne. On est quand même sur des niveaux très élevés de valorisation, donc le temps d'y voir un peu plus clair, eh bien j'estime que les prix pourraient évoluer à l'intérieur finalement de ce qu'on appelle un biseau pendant quelques temps. Un biseau, un diamant, autant pour moi, avant de soit sortir par le haut et déclencher un nouveau cycle économique, soit en cas d'aggravation ou soit de nouveaux signes noirs, eh bien, une récession plus profonde, comme c'était le cas en 2008-2009 ou durant la crise des dot-com durant l'année 2000. Côté graphique maintenant, eh bien, on va s'intéresser à notre indice national, le CAC 40. Ça retombe sur le CAC. On a du mal à tenir, enfin, du moins les acheteurs ont du mal à se montrer très présents. On assiste plus à des achats à bon compte, à un rebond technique, mais c'est propre graphiquement. On s'arrête vraiment sur l'oblique à chaque fois. Là, on est venu chercher le niveau Kijun et plate du Kumo une première fois, clôture sous l'oblique. Là, énorme flux haussier, plus de 40. On s'arrête pile poil sur l'oblique. Hier, ça cale. Là, ça part à la baisse. Je vous disais que je m'attendais à ce que ce gap soit comblé. Je garde toujours ce scénario. On a le sentiment qu'on a un marché qui est à bout de souffle, qui manque de carburant, qui parvient à faire des beaux rebonds grâce à des secteurs qui sont au fond du gouffre, comme les bancaires, par exemple. Donc, gros rebond sur les bancaires, ça permet au CAC de reprendre un peu d'oxygène, mais ça prend pas. Ça ne prend pas pour l'instant. Et là, je ne vois pas ce qui empêcherait les prix d'aller chercher le gap dans un premier temps. On a un gap pour moi à venir combler. Peut-être cela pourrait permettre de repartir, mais pour l'instant, je garde quand même ce biais baissier avec objectif d'aller chercher le gap et de retourner sur les 4007. Alors, ce vendredi, on a le NFP en plus, donc ça devrait donner un peu plus de visibilité à venir. Surtout si les chiffres du chômage se stabilisent, voire même augmentent, cela confirmerait les craintes d'un ralentissement économique. En données 4 heures, cette divergence ne parvient même pas à aller chercher le niveau des 50, on cale sur les 38,2, qui montre un marché à bout de souffle. Du moins, c'est le sentiment que j'ai quand je regarde le CAC 40. On est dans le triangle, en fait. Ce triangle n'est toujours pas invalidé. On fait un magnifique pullback. Pour le moment, les vendeurs gardent la main. Les acheteurs sont présents, mais se montrent quand même assez fébriles, je trouve. Et tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 4870, pour ma part, je continue à être baissier en ayant comme objectif d'aller chercher le gap ici à 4730, puis revenir tester le support. Pourquoi pas évoluer dans un nouveau range après, pour avoir un nouveau range de stabilisation, à voir. En tout cas, là, la divergence commence elle aussi à s'essouffler, mais le marché semble lourd et indécis surtout. Et
on est plus sur un rebond technique qu'un redémarrage haussier, qu'une reprise haussière. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai sur l'indice actuellement. On a des titres qui ont du mal à se relever. Et les fondamentaux, du moins, pas forcément les fondamentaux, mais les news flows sont pas forcément très positifs en ce moment. On se raccroche à de l'espoir essentiellement, mais le CAC sous-performe. Et pour ma part, on est quand même toujours dans une théorie de dos baissière et je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les prix d'aller plus bas, venir combler ce gap. Concernant le DAX, alors autant le DAX a réussi à aller chercher son objectif théorique de 50%, mais c'est brouillon. On est en plein dans le nuage. MM50, Kijun, c'est un peu un champ de bataille sur l'indice allemand. Finalement, pareil, énorme bougie flux, ça cale hier, ça cale aujourd'hui, on repasse sous la résistance. Un marché qui semble s'épuiser. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. En données 4 heures, pareil, on était sur une belle zone ici, ça commence à caler. Comme sur le CAC, finalement, je verrais bien le DAX venir, peut-être pas combler son gap, mais retourner sur 12 575 points. Donc on ne repasse pas au-dessus des 13 000 points. Je considère que, pas forcément que les vendeurs gardent la main, mais qu'on est vraiment dans une période d'indécision de marché. Et que la hausse semble limitée, en tout cas, actuellement. Je vois mal le marché déclencher une nouvelle vague, une nouvelle jambe de hausse, fin de stabilisation, reprise haussière. Je verrais plutôt un marché se stabiliser. Hésiter longtemps avant de prendre une direction. Actuellement, c'est le cas. Si on repasse en données daily, ça fait peut-être un peu peur ici. On tente de faire des achats à bon compte. Finalement, ça ne prend pas non plus. Ça cale en plein milieu d'une grosse zone ici. La hausse semble limitée. D'un côté, pour le moment, on n'a pas envie d'aller plus bas parce que le marché considère que les news ne sont pas si mauvaises que ça. Peut-être, comme je vous le disais, que le NFP va raviver quelques craintes. Mais pour l'instant, même en donné 1 heure, on avait potentiellement un double top ici qui est en train de se valider, double sommet. Bon, ça tient, pas de clôture en dessous, mais c'est vrai que si on repasse sous les 38,2, la MM50, il y a de la place pour aller chercher en tout cas le gap baissier en direction des 12 470 points. Le Dow Jones, on va aller voir le futur. Alors, double bottom, on est parti. Hier, ça a quand même calé. Pour le moment, il n'est pas invalidé. Est-ce qu'on est au-dessus? On bloque un peu sous l'oblique. C'est vrai que je suis un peu plus positif sur le Dow Jones. Je trouve que la configuration est plus propre que sur le CAC 40 ou sur le DAX. Là, on avait cette oblique baissière qu'on tente de franchir, on sort du nuage. Une fin de consolidation avec un double bottom qui pourrait éventuellement permettre une nouvelle impulsion. Mais en données daily, c'est pas... ce serait bien qu'on se libère de cette MM50. Là, on a l'impression qu'on est un peu sur un pullback sur l'oblique. MM50, ça aurait été bien qu'on fasse la clôture comme hier, finalement, enfin avant-hier, lundi, et qu'on tienne, qu'on fasse un pullback et qu'on clôture au-dessus. Là, c'est vrai qu'on quasiment on retombe dans le nuage. L'oblique fait support, la MM50 finalement fait office de résistance. D'un autre côté, on a quand même eu un bel avalement. Ça me
ça me chagrine un peu tous ces éléments techniques, enfin, différents éléments techniques qui plaident pour une fin de baisse avec une nouvelle hausse, et d'un côté un marché qui cale, et des investisseurs qui attendaient aussi ce fameux débat entre Joe Biden et Trump, et ça a été un véritable désastre. Donc derrière, on s'attendait à ce que le débat soit un peu plus élevé, qu'on ait des perspectives à venir sur l'économie, sur la gestion du Covid. Finalement, c'était un dialogue de sourds entre les deux candidats. On n'a pas eu plus d'avancées que ça sur la gestion de crise, sur leur, leur, leur projet économique à chacun pour essayer de retrouver eh bien, la croissance qu'avaient connue les États-Unis avant le Covid. Donc, sans avancée concrète sur leur programme à chacun, eh bien, les futurs, en tout cas, sont dans le rouge. Les investisseurs se montrent prudents, on va dire. Voilà, moins 0,8. Ça, c'est sur le futur, donc ça a calé hier. Je pense que si on avait eu un débat à la hauteur de ce qu'attendaient les investisseurs pour tenter justement de rassurer le marché, effectivement, on aurait pu partir sur une bougie verte, mais là, ça montre, enfin, en tout cas, on a le sentiment que le pays est dirigé par des clowns, tout simplement, et qu'ils ne savent pas du tout ce qu'ils font et où est-ce qu'ils emmènent le pays. Donc, forcément, des investisseurs qui se montrent prudents sur ce redémarrage haussier qu'on a tenté d'initier en début de semaine. Et là, on est toujours dans une théorie de dos baissière et tant qu'on est sous la résistance, peut-être que c'est un énorme pullback, tout simplement sur la borne basse, sur la ligne de coup de cette épaule tête épaule. On avait le magnifique double bottom. En soi, il n'est pas invalidé, mais le fait qu'on repasse sous cette zone de polarité, on va dire, entache la figure chartiste. Donc, j'étais plutôt optimiste en ce début de semaine, et là, on a l'impression que ça retombe. Pareil, les US ont tendance à surperformer, et puis finalement, un peu déçu des attentes des candidats, et derrière, ça repart à la baisse, et on retourne sur des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc, pour moi, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette zone de polarité, j'estime que une nouvelle correction n'est pas à exclure. Même si on a eu un bel avalement haussier en ce début de semaine, quelques jours du NFP, en plus il me semble qu'on a les prévisions du PIB à 14h30 concernant le PIB américain, donc pareil, on devra avoir pas mal de volatilité au cours des prochains jours. L'euro-dollar maintenant, côté Forex. Alors l'euro-dollar, sur le fil du rasoir, pareil, bel avalement haussier aussi sur l'euro-dollar qui donne l'impression que les indices repartaient, enfin, en même temps que les US. Et puis là, ça cale sur la première résistance à 1,1745. Donc pour ma part, plutôt neutre. Plutôt neutre sur l'euro. Je repasserai haussier si on franchit en clôture les 1,1750 pour aller essayer de retourner chercher 1,1875. Mais là, c'est peut-être un rebond finalement avant de retomber. Donc, neutre sur l'euro-dollar. On est sur une belle zone de résistance. On a retracé, voilà, pile poil 50%, vous voyez, de la dernière vague de baisse. On se trouve à la croisée des chemins, tout simplement. Donc, soit c'est un rebond technique sur le niveau des 50
avant de repartir. Et dans ce cas-là, nouvelle jambe de baisse à venir et on va chercher un 15,90. Sinon, courte respiration du marché. Si on clôture au-dessus de 50, au-dessus des 17,45, dans ce cas-là, risque de reprise haussière du marché et on pourrait aller chercher les 1,1875. Pareil, avec le NFP de ce vendredi, je n'ai pas de boule de cristal, donc compliqué de faire des prévisions à 2 jours d'un rendez-vous très attendu par l'ensemble des investisseurs. L'euro NZD qui nous avait validé un double bottom la semaine dernière, qui cale. En soi, la figure n'est pas invalidée, mais le marché a du mal à vraiment aller de l'avant. Donc à surveiller, c'est vrai que ici, en soi, ce chandelier cassait la ligne de coup. Si on mettait l'Ishimoku, on se rendait compte qu'on était quand même dans le nuage et sous Kijun. Donc c'est vrai que parfois l'Ishimoku aide aussi à valider les figures chartistes. En soi, elle est toujours valide. Elle n'est pas invalidée pour l'instant. Le marché ne s'est pas retourné. On n'a pas retracé plus de 50% de la figure. Donc le marché tient toujours. En données 4 heures, voilà, on avait ce fameux range qu'on pouvait essayer d'affiner cette figure. Je vais la supprimer, ce sera plus clair. Et donc là, on a eu un premier signal avec la cassure Tenkan Kijun, pareil, qui est logiquement un signal technique haussier. Pour le moment, ce signal n'est pas invalidé, étant donné qu'un stop loss se placerait juste en dessous des plus bas. Mais le marché ne veut pas aller plus haut, en tout cas. Mais potentiellement, voilà, un triangle pourrait se former. Donc à surveiller, on a une tentative de redémarrage haussier sur l'euro NZD. On est à 2 doigts de valider un double bottom qui pourrait justement relancer cette dynamique haussière. Et à très court terme, potentiellement, on a un triangle. Et donc effectivement, en cas de sortie par le haut, ça validerait d'une part la sortie de ce triangle de consolidation suite au précédent rallye, et d'autre part, on casserait la ligne de coup de notre figure de retournement qui permettrait de déclencher une nouvelle jambe de hausse pour aller chercher les 1,8255. L'AUD-USD, alors, qui a plutôt bien rebondi hier, de lundi. J'évoquais cette divergence haussière avec un objectif de 50% à aller chercher. On est sur une magnifique zone de support hebdomadaire. On est venu chercher au point près cette zone, le bas du nuage. Derrière, petit avalement couplé avec notre divergence. Un premier objectif a été atteint. Donc là, pareil, on remonte les stops tout doucement. On est sur un gros niveau, la MM50, bas du nuage, on est quasiment venu chercher l'objectif des 50%. Donc là, pareil, on peut essayer de cadrer cette reprise avec une petite oblique. Voilà, et on se dit, tiens, si le marché casse l'oblique, eh bien, peut-être qu'il faut sortir complètement de position. Mais pour celles et ceux qui visent les 50, voire, je ne dis pas que c'est impossible, la zone supérieure, les 61,8, la fameuse zone de résistance, eh bien, pensez au moins à remonter vos stops ou mettre un stop win pour éviter que le marché vienne grignoter vos gains si durement gagnés, et même si le marché se retourne, eh bien, soit vous sortez avec quelques bénéfices, soit vous faites sortir par le marché, mais avec un stop win, donc vous prenez quand même quelques gains. Et si cette oblique tient et que on franchit les 50, les 38,2 puis les 50,
Et bien là, le deuxième objectif, c'est d'aller chercher la fameuse zone des 0,72. Donc là, ça vous offre en tout cas un ratio risque-reward très intéressant, surtout si vous avez gardé un reliquat. Donc à suivre, l'AUD-USD. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, on est soutenu par cette magnifique oblique de court terme, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Voilà, on a un gros niveau avec cette MM200 et la MM54 heures, mais c'est vrai que si on la casse, ça pourrait, vous voyez, si on affine en données 1 heure, voilà, potentiellement certains y verront une épaule tête épaule en formation, d'autres y verront un range de consolidation, d'où l'intérêt de mettre cette oblique et de se dire que oui, effectivement, si elle casse, on pourrait avoir un retournement à court terme. Donc, d'où l'intérêt de remonter ses stops. Et puis là aussi, on avait une petite divergence baissière en 1 heure. Donc, à surveiller en tout cas, mais d'où l'intérêt, comme je vous le disais, de remonter ses stops pour ne pas redonner ses gains au marché, tout simplement. Le gold. Le gold, intéressant. Intéressant, le gold. La clôture hebdomadaire va surtout être intéressante. Mais en daily, bon, en hebdo, pas grand-chose. Tendance haussière, hein, ça n'a pas changé, même si on a fait une belle correction. Zone d'achat idéale pour les personnes qui sont en long terme, investissement, horizon 6, 12, 18 mois, ce serait bien sûr cette zone très pertinente à 1800. Pour les personnes de plus court terme, les traders, je tente de tracer ce biseau. Voilà, je surveille ça. Élément intéressant, c'est qu'on est repassé au-dessus des 1880 $. J'espère que ce n'est pas un faux break. Je me montre quand même prudent sur les métaux précieux, même si à long terme, je suis très optimiste. À court terme, ça bat de l'aile, quand même, depuis un mois. En même temps, les excès engendrent des excès, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On a eu un excès d'optimisme et d'euphorie. Effectivement, derrière, on prend des bénéfices, on liquide, les opérateurs liquident des positions bénéficiaires. Donc, voilà, on assiste à un mini sell-off. D'un autre côté, ça devient, on a l'impression que ça se stabilise sur le gold et qu'on repasse au-dessus de la fameuse résistance de 1880. Et ce qui m'intéresse, c'est que si on est dans un biseau, alors il va falloir surveiller. Pour moi, le prochain signal serait une cassure de cette résistance à 1911, donc l'ancien support qu'on a travaillé durant tout le mois d'août, tout le mois de septembre, couplé à l'oblique baissière. Donc, effectivement, si les prix réussissent à faire un break juste ici, ça pourrait devenir intéressant. Là, potentiellement, on pourrait avoir un signal technique et une fin de consolidation dans un biseau avant de déclencher voilà, une nouvelle accélération haussière. Un plan à surveiller pour l'instant pour se positionner en tout cas plus à l'achat sur le métal jaune. Et derrière, si ce scénario est invalidé et que ça purge, voilà, le niveau très important à surveiller est celui des 1800. Concernant le Brent maintenant, « 2%. Finalement 2%, on lâchait quasiment 4% sur les plus bas. On s'est arrêté pile poil sur le support. Donc on fait un bel avalement ici, on s'arrête sur le support. Et là, quand même, le support est en train de lâcher. Pareil, cet après-midi, il y a les stocks. Je tape toujours sur ce scénario en ABC. Là, on enfonce le support, ça devient intéressant, on n'est plus dans cette zone d'indécision, ce champ de bataille qu'on avait, bel avalement baissier, ça casse, à confirmer en clôture, mais les prix semblent libres, enfin, en tout cas, et il y a de la place pour venir chercher les plus bas de septembre. Pareil, je
ne change pas mon fusil d'épaule sur le pétrole, sur le secteur pétrolier. Je trouve que les opérateurs se sont montrés un peu trop optimistes, surtout ici. Derrière, on se reconnecte très vite avec la réalité économique et le choc de la demande à venir, en tout cas qu'on a connu, et la faiblesse de la demande à venir pour les prochaines années et les prochains mois. Donc, un scénario de ABC n'est pas à exclure. Pour ma part, je vise les 39,50, puis un retour sur les 37,3 toujours. En données 4 heures, on va presque avoir un triangle. Voilà. Peu un triangle, et si on reporte l'objectif théorique, c'est direction 39,30, à peu près. Et si ça casse, confirmation de A, B, C, direction 37,3. Donc pour ma part, je me répète, mais je garde un biais baissier sur le pétrole. Je trouve que la hausse est vraiment très très limitée. Mais potentiellement un signal technique qui est en train de se mettre en place en tout cas. Le WTI, à peu près la même configuration. Il faut vraiment que je réajuste cette zone. Elle est trop large. Je la retravaillerai pour demain, cette zone trimestrielle, pour essayer de l'affiner un peu plus. Mais on a un gros niveau juste en dessous. Je préfère quand même la dynamique du Brent que du WTI. Le Brent est plus propre. Le gap, ici, on a eu un gap baissier ce matin, pile sous le bas du Kumo. Là, on est encore dedans. Chikou l'a à peine percé, alors que sur le Brent, Chikou a quand même bien enfoncé le Kumo. Donc, bien entendu, c'est vrai que si le Brent chute, le WTI va chuter lui aussi, mais on a l'impression que le Brent est précurseur et que les signaux sont un peu plus clairs et plus propres. Mais sinon, c'est exactement la même dynamique, en tout cas à très court terme, vague de baisse, rebond, accélération, sentiment de nouvelle baisse. Donc, on a le même comportement d'un point de vue des prix, la dynamique est exactement la même avec ce scénario un peu en ABC. On a un gros support à 37,75, donc là, ce serait de viser encore une fois les plus bas. Et pareil, en cas de dégringolade, ce serait le niveau des 33,55. Mais je vais réajuster ce support ici, car j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi pertinent qu'avant. Donc il faut que je retrace ma zone. Ici, j'ai une grosse zone. Je vais essayer d'affiner cette zone pour demain, pour essayer de mieux cadrer justement ce niveau de support. Là, c'est un peu brouillon, je trouve. Donc autant sur le Brent, le schéma est plutôt propre, autant sur le light, je dois faire encore quelques modifications, je pense. Mais sinon, le scénario reste le même, puisque le comportement est actuellement le même, d'un point de vue des prix, en tout cas. Et en données 4 heures, potentiellement, aussi, on pouvait tracer un triangle ici avec une cassure par le bas, pullback. Pareil, un marché qui commence à s'essouffler et des vendeurs qui sont en train peut-être de prendre l'ascendant psychologique et donc pourraient enfoncer le clou vers les niveaux de support. Le BTC, eh bien, pas grand-chose à dire sur la crypto, stabilisation depuis de longues séances. Les niveaux, eux, n'ont pas changé. Pour moi, nous avons une résistance dans le range. Il n'y a absolument rien à faire sur la crypto ici, si ce n'est qu'attendre qu'un signal technique soit validé ou qu'attendre que les prix reviennent sur un niveau clé. Donc, soit le bas du canal et la zone de support située juste ici, vers les 10 100, soit la cassure des 11 155 $ pour déclencher ce fameux double bottom qui permettrait d'aller chercher les 12 000.
voilà, les directives en quelque sorte sur le BTC. Mais il ne se passe pas grand-chose et le plan en soi n'a pas changé. Pour moi, on est dans une zone d'indécision ici de la part des opérateurs qui dure depuis plusieurs séances, même si on a eu un bel avalement la semaine dernière. Pour le moment, le marché calme. Les vendeurs ne prennent pas non plus l'ascendant. Les acheteurs ont l'impression qu'il manque de carburant. Donc, surveillons attentivement les niveaux techniques clés. 11 000 pour une reprise haussière, peut-être 10 000 pour une rotation partielle vers la bande basse du range, pour essayer une nouvelle fois de profiter d'une nouvelle impulsion. Par contre, en cas de cassure, on fera le point d'ici là. Là, risque de dégringolade. Mais sinon, ici, il n'y a absolument rien à faire sur la crypto. Et enfin, en données mensuelles, étant donné qu'on a la clôture ce soir, ouais, la bougie n'est pas tip top, on va pas dire que c'est une super bougie. Autant la bougie du mois d'août était mieux, étant donné qu'on était quand même en dehors du nuage, mais Chikou était toujours dans la Tenkan, donc ça bloquait aussi, il en est retourné dans le nuage, donc c'est vrai qu'en mensuel, c'est pas top. C'est pas top, mais on a un beau niveau de support. Vous voyez, ici, ça correspond à notre bas de canal en fait. Cet alignement, ce plat qui jaune, juste ici, avec le plat mensuel, ça correspond au bas de canal daily. Donc ça, tant que c'est pas enfoncé, toujours un espoir d'avoir une nouvelle accélération. Mais par contre, c'est vrai que si on repasse sous le nuage et que Chikou repasse sous Chikou, que Chikou repasse sous Kijun, eh bien le prochain palier, ce serait d'aller chercher quand même 8520. Donc là, on avait une belle bougie flux, ça tient, un peu un espèce de pullback, mais il ne faut vraiment pas qu'on repasse en dessous, sinon il y a de la place. On pourrait dégringoler vraiment de quasiment presque 2000 $. Donc à surveiller la clôture hebdomadaire et la dynamique à venir au cours des prochains jours. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour celles et ceux qui souhaitent consulter le briefing. Sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents et on se retrouve donc demain pour faire un nouveau point sur les marchés.